César. Bonjour, est-ce que j'aimerais avoir les consignes en français ou en anglais? En français, c'est bon. Parfait. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement, puis ensuite débuter votre présentation. Bonjour, Jean-Philippe Binette, je suis comptable agréé, conseiller en fiscalité chez Demain-Monde. Denis Laplace, CPA auditeur, fiscaliste dans un cabinet comptable à Montréal. Bonjour, Alexandre Schmidt, directeur de division Groupe Investors, Moncton. Bonjour, moi, Martin Dion, directeur régional Groupe Investors, Terrebonne-Lachine. Normand Clermont, CPACA, directeur régional Groupe Investors, Boucherville. Alors, bonjour, Monsieur Taillefer. On est très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. On sait que ça peut être difficile de laisser partir son entreprise qu'on a débuté par nous-mêmes. C'est sûr que c'est beaucoup d'efforts, c'est comme un enfant, ça devient un enfant. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi de bien vous encadrer avec nous. Donc, je suis avec Anne-Marie Aubert, Antoine Cousineau-Poisson et moi-même, Justine Bedard. On est de ABC Fiscalité, puis on est ici pour vous aider. Plus particulièrement, on est vraiment ici pour conseiller au sujet des options d'achat que vous avez de votre entreprise godsol.com. Puis, on va aussi voir quels investissements futurs on peut faire avec cet argent-là, résultat de cette vente. Parfait. Donc, le plan de présentation aujourd'hui est assez simple. On va regarder vraiment le principal du mandat, la vente de votre entreprise, comment on va procéder pour la vente de votre entreprise GotSoil. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les liquidités qui vont être générées par cette transaction-là. Bien sûr, elle a une grosse valeur. Quand on va la vendre, on va sortir plein de liquidités. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous nous avez demandé des conseils par rapport à ça. Et finalement, au travers de toutes les informations qu'on avait sur votre situation personnelle, on a remarqué plusieurs changements dans la situation fiscale, etc. On va vous donner des conseils là, par rapport à votre conjointe, la nouvelle conjointe qui fait partie de votre vie. Également, peut-être un retour aux études qui pourrait être intéressant. Il y a des aspects fiscaux qu'on pourrait exploiter. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier mandat, la vente de GotSoil. Juste avant de commencer, lorsqu'on vend des actions d'une SPCC au Canada, bien sûr, il y a un gros avantage qui est prévu par la loi, c'est la déduction pour gain en capital. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, M. Taillefer. En fait, ça vous permet d'exonérer d'impôt le gain en capital qui va générer lorsqu'on va vendre ces actions-là. Juste clarifier un petit peu, les actions présentement que vous avez de la société GotSoil sont possédées par une société de gestion. Malheureusement, la déduction pour gain en capital, c'est uniquement un particulier, donc une personne comme vous qui peut l'utiliser dans sa déclaration d'impôt. Une société de gestion comme celle que vous avez ne pourra malheureusement pas l'utiliser, donc devra payer l'impôt sur l'entièreté du gain en capital qui va avoir été utilisé. Donc, puis finalement, dans le fond, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce serait peut-être de vendre la société de gestion, vendre les actions de la société de gestion qui possède les actions de la société GotSoil, excusez-moi. Puis vous pourriez peut-être utiliser cette déduction pour gain en capital. On s'est dit que c'était une hypothèse qui était quand même assez plausible parce que l'acheteur éventuel va simplement par la suite faire une fusion des deux, puis profiter encore de tous les avantages de la réputation qui découle, qui vient avec le site Internet. Bien que le nom de la société change, le nom du site Internet resterait le même, tous les clients suivraient. Donc, on pense qu'on conclut vraiment que l'acheteur serait intéressé à faire ce genre de transaction-là. Tu peux changer, s'il te plaît. Les actions de cette société de gestion-là, comme je l'ai dit, vous voulez profiter de la déduction pour gain en capital. Sachez qu'il y a tout de même 3 critères à respecter pour pouvoir utiliser cette déduction-là. La première, c'est celle de la durée de détention. On a conclu finalement là, que le critère des 2 ans, il faut qu'en 2 ans, les actions aient appartenu à personne d'autre que vous ou une personne que vous êtes liée. Ce critère-là est respecté selon les détails qu'on avait dans le cas. Deuxième critère, c'est le critère de l'utilisation de l'actif. Il faut que dans votre situation, vous avez une société de gestion qui détient une société opérante. Il faut que 90% de la juste valeur marchande des actifs qui sont dans cette société-là soit
utilisé dans l'exploitation active d'une entreprise au Canada ou dans une société exploitant une petite entreprise au Canada. Ce critère-là est respecté parce que le seul actif qu'il y a vraiment dans votre société de gestion, c'est, selon les détails qu'on a dans le cas, c'est les actions de la société opérante qui, elle, maintenant, si on va regarder, excusez-moi, le troisième critère, finalement, il faut que 90% de la valeur, de la juste valeur marchande de l'actif de notre société de gestion soit dans, utilisé dans l'exploitation active d'une entreprise ou dans une société exploitant une petite entreprise. Donc, la société exploitant une petite entreprise, il faudrait que votre société sœur, tous les actifs soient admissibles là, pour respecter ce critère-là. Malheureusement, il y a énormément de liquidités qui se trouvent dans votre société. Et quand on a un surplus de liquidité, ce n'est pas un actif qui est admissible. Donc, vous ne respecteriez pas ce troisième critère-là lors de la disposition. Pour le respecter, il y aurait des opérations à faire. Vous n'êtes jamais vraiment de verser des dividendes par le passé. Donc, ça, il faudrait le faire, mais ça incluait justement verser environ 2 millions de dividendes pour l'année. Donc, je dirais qu'il y a énormément d'impôts qui résultent de ça. Donc, tu peux passer à la prochaine seconde. Juste garder en tête, juste garder en tête là, que si on y allait avec cette alternative-là, il y aurait beaucoup d'impôts qui résulteraient de ça. Donc, on va passer sommairement par toutes les offres que vous avez eues. On va y aller qualitativement en premier pour nous guider par la suite vers notre choix. C'est sûr que l'offre d'un étranger, donc c'était un acheteur mexicain, il faut prendre en considération que vous allez délocaliser votre entreprise. Donc, ça ne sera plus une entreprise québécoise. Sinon, c'est sûr que c'est un investisseur étranger, donc le gain résultant de cette vente-là va être rendu à l'étranger, ça va être un bien étranger. Sinon, l'ange investisseur, vous aviez donné 3 choix. Le premier choix, c'est sûr qu'il va falloir considérer que votre valeur dans un an ne sera plus la même que celle d'aujourd'hui. Donc, on va falloir réévaluer peut-être l'offre d'achat parce que 3,7 millions, ça ne sera plus assez. Le deuxième cas, c'était vraiment de différer le gain, donc le produit de disposition dans nos poches. Donc, on va pouvoir avoir une provision pour gain en capital dans ce cas-ci. Puis, on va pouvoir éliminer ou réduire l'impôt minimum de remplacement. Donc, l'impôt minimum de remplacement, c'est un impôt temporaire résultant d'un gain en capital si on utilise l'exonération pour gain en capital. Selon mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, ça ne sera peut-être pas possible. Donc, c'est sûr qu'avec ce choix-là, si on avait pu utiliser l'exonération pour gain en capital, ça aurait été un bon choix. L'ange investisseur le choix numéro 3, c'est sûr que vous perdez le contrôle puisqu'il vous laisse 51% des actions. Donc, c'est vraiment une perte de contrôle pour vous. Est-ce que c'était vraiment ça que vous vouliez? Donc, on va y aller avec ces éléments-là. C'est sûr aussi, j'ai oublié un petit point, vérification diligente quand on vend des actions, c'est toujours important. Donc, voir vraiment si la valeur de notre entreprise vaut vraiment ce que l'acheteur vous offre. Donc, toujours important. Donc, pour poursuivre, on va vraiment regarder là, du point de vue uniquement économique, quelles sont les liquidités qu'on peut retirer de la transaction après avoir considéré l'impôt qui s'applique. Donc, acquisition étrangère, c'est sûr, c'est une vente directe. Carrément. Donc, pour la somme que vous avez eue, que le monsieur vous proposait, on vendait justement les actions de la société opérante. Net d'impôt, ce qu'on avait, c'était 3,75 millions de dollars. Donc, ça, c'est pour la première alternative. Pour la deuxième, celle de l'ange investisseur, considérant qu'on vendait les actions de la société opérante, donc qu'on n'utilisait pas la déduction pour le capital, puis c'était impossible. Ce qu'on avait, c'était des liquidités générées net d'impôt de 2,78 millions de dollars. C'était le même montant pour la deuxième offre de l'ange investisseur. Cependant, le produit d'imposition, le produit de disposition et l'imposition qui en découle étaient étalés sur plusieurs années. Donc, si on actualisait la valeur de cet argent-là dans le temps, là, cette alternative-là par rapport à la première de l'ange investisseur serait plus intéressante. Mais on va garder ça comme si c'était équivalent. Et finalement, pour la troisième offre de l'ange investisseur, c'était seulement de vendre 51% de votre part dans l'entreprise, donc de perdre le contrôle, puis de continuer à participer dans l'entreprise. Ce qu'on retirait là, juste avec la vente de comme la moitié des actions, c'était 1,5 million de dollars. Merci. Donc, nous autres, ce qu'on a décidé, c'est qu'il y avait une façon de faire qui n'avait pas été explorée, qui n'avait pas été proposée par l'ange investisseur,
Puis nous avez justement aussi demandé des conseils sur est-ce qu'il y aurait moyen de faire une contre-offre finalement à cet ange investisseur-là. Ce qu'on a fait, nous autres, ce qu'on vous propose, c'est de tout simplement vendre les actifs de votre entreprise et non pas les actions. Donc, on vendrait tout ce qui vient, comprenant l'achalandage, finalement toute la base de clients qui vient avec l'entreprise, on vendrait ça. Ça a plusieurs conséquences, bien sûr, lorsqu'on vend, par exemple, l'achalandage qui est une immobilisation, on génère un gain en capital, ça peut avoir ça a un impact sur le compte de 10 ans en capital, et également lorsqu'on fait du placement de gain en capital, ça a un impact sur l'impôt minimum, l'impôt en main remboursable à titre de dividende. Ça également, là, je vais expliquer les impacts de ces deux comptes-là par la suite. Donc, vous voyez, on va vraiment disposer de tous les actifs qu'il y avait dans la société Godseul pour finalement arriver avec un solde en caisse. Ça, c'est le montant qu'on aurait après avoir vendu tous les actifs, c'est ça qu'on aurait dans la caisse. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a un impôt qui résulte de tout. Lorsqu'on fait un gain en capital, la société va se voir imposer là-dessus. Avec le montant que je vous avais dit là, qui nous restait après les transactions, bien sûr, on va rembourser les passifs. On va également procéder à la réduction du capital versé. Il y a 1 000 $ que vous aviez dans votre société qu'on peut retirer de la société sans impôt. On va en profiter, on va le sortir. Également, ce qu'on vous propose, c'est de vous verser un dividende en capital. Lorsqu'on fait du gain en capital, ce compte-là augmente, donc on va le retirer de la société. Également, ça, c'est libre d'impôt. On souhaite faire pour vous. Ce qui va nous amener avec des liquidités dans la société d'environ 5 73 000, un petit peu plus que ça, un petit peu plus que 5 millions dans votre société après les transactions. Puis, mais ça va comme être une sorte de coquille. Finalement, il n'y aura plus d'actifs, il n'y aura plus d'entreprises. Si on veut, il ne se passera plus rien là-dedans, mais ils vont plein d'argent. Puis, ce qu'on vous propose, c'est de graduellement verser en dividende dans votre société de gestion qui va par la suite le verser à vous quand vous allez avoir besoin de liquidité. On sait que peut-être que vous allez arrêter de travailler pour retourner aux études. Donc, graduellement, quand vous en avez besoin, vous versez les dividendes en question. Merci beaucoup. Donc, si on revient un petit peu, là, les deux offres qui étaient les plus intéressantes d'un point de vue économique seulement, la première, c'est l'acquisition étrangère par le monsieur au Mexique. Ça nous générait un petit peu plus de liquidité que la contre-offre qu'on vous propose. Par exemple, nous, on vous conseille quand même d'y aller avec la contre-offre pour des aspects un petit peu plus qualitatifs. On pense souvent, mettons, à l'économie locale, l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise, sur la perception que les clients ont de notre entreprise. Donc, nous autres, on vous conseille là, pour 60 000 $ vraiment d'y aller avec cette offre-là. Les clients sont de plus en plus sensibles aux aspects justement du développement durable, l'économie locale. Donc, on vous conseille vraiment d'y aller avec la contre-offre. Donc maintenant, on sait que les transactions comme ça va générer beaucoup de liquidité. Donc nous, ce qu'on va vous proposer, c'est des options avec ce qu'on devrait faire avec ces liquidités-là. Donc vous nous aviez mentionné 3 options que vous aviez. Donc on va les analyser ensemble. Vous nous avez proposé en fait que vous étiez intéressé par l'investissement en immobilier. Donc ça, en fait, ce serait du revenu de location, donc imposé à 100%. Et c'est un placement qui est moins risqué. En fait, vous nous avez mentionné que vous n'étiez pas vraiment à l'aise avec le fait de manquer de liquidité, donc vous vouliez garder beaucoup de liquidité dans votre compagnie. Donc, on prenait en considération que vous auriez préféré des placements qui étaient un peu moins risqués. Donc, la première option avec l'immobilier était une option moins risquée. Ensuite, vous aviez l'option d'acheter des actions cotées en bourse et d'acheter des obligations d'épargne du Canada. Donc ça, il faut savoir que des actions, habituellement, c'est des placements qui sont plus risqués. Pour ce qui est des obligations, c'est un peu moins risqué. Il faut savoir aussi que la vente des actions cotées en bourse génère un gain en capital imposable seulement à 50%, ce qui est avantageux. Il y a aussi des dividendes qui sont générés par les actions et les obligations génèrent des intérêts imposables à 100%. Et les dividendes, étant donné la majoration et le crédit d'impôt, sont un peu moins imposés que les intérêts. Finalement, la troisième option que vous aviez pour l'investissement de vos liquidités excédentaires, c'était d'investir 1 million pour obtenir 25% des actions d'une compagnie de terreau agricole. Donc ça, il faut savoir qu'il y aurait la possibilité, si jamais vous aviez effectué la vente des actions de votre compagnie, il aurait été possible de reporter une partie de ce gain en capital-là en réinvestissant une partie de votre produit de disposition dans l'achat de nouvelles actions d'une SEPS, c'est-à-dire une société exploitant une petite entreprise. Ce que ça leur fait pour effet pour diminuer, pour reporter en fait le gain en capital, c'est que ça leur aurait diminué le prix de base rajusté de vos nouvelles actions que vous avez réinvesties. Et ça, évidemment, en faisant l'acquisition de nouvelles actions, c'est un placement qui était plus risqué aussi. Et c'est pourquoi qu'on vous proposait la première option qui serait la plus avantageuse pour vous, donc les revenus de location. Vous avez plein de beaux projets avec, entre autres, vous avez une nouvelle conjointe, vous pensez vous marier, vous avez des enfants, vous pensez avoir des enfants. Donc, plein de beaux projets. Donc, on a des petits conseils fiscaux pour le futur, pour vous, donc qui pourraient être intéressants à savoir.
D'abord, on a vu une augmentation de votre taux d'imposition sur vos revenus d'entreprise. On voulait vous informer si vous aviez l'intention d'avoir une nouvelle entreprise dans le futur. On voulait vous informer qu'il y a donc 2 braquettes d'impôts qu'on pourrait dire pour le revenu d'entreprise. C'est lorsqu'il est inférieur à 500 000, on a le droit à la DPE. Donc, c'est un taux d'imposition de 18,5 %. C'est ce que vous aviez au début. Quand l'entreprise a fait beaucoup d'argent, vous aviez donc augmenté votre taux d'imposition à 25 % environ, 26 %, puisque c'était des revenus supérieurs à 500 000 $. Alors nous, on va vous donner des petits guides pour le futur, puisqu'on sait que vous êtes un entrepreneur, donc on va y aller avec... quand on dépasse un revenu de 500 000 d'entreprise, il y a des façons de faire, c'est vraiment de réduire notre revenu, donc ajouter des dépenses. On a vu que vous faisiez affaire beaucoup avec votre père, votre soeur, mais gratuitement. Donc, si on veut réduire le revenu, on pourra aller les payer, donc payer des honoraires professionnels pour votre père et votre soeur. Sinon, on voit aussi que vous ne versez pas nécessairement un salaire. Donc, dans ces situations-là, on va prioriser le salaire pour vraiment réduire notre revenu d'entreprise au moindre taux de la société. Donc, en fait, Kémy Coquet, vous privilégiez en ce moment le salaire. Donc, ce que ma collègue a dit, c'était plutôt l'inverse. Donc, continuez à vous verser un salaire plutôt qu'un dividende. Pour ce qui est de la gestion des liquidités excédentaires, donc comme on l'a mentionné précédemment, vous avez pour 2018 des estimations de liquidités dans le caisse de 2 millions, ce qui est énorme. Donc, il faut savoir qu'il existe des placements, parce qu'on sait que vous préférez avoir beaucoup de liquidités et pour ne pas manquer de liquidité, en fait. Donc, gardez ça dans votre encaisse, mais sachez qu'il y a des placements qui sont temporaires, rachetables en tout temps, qui vous permettraient de placer votre argent, donc le faire fructifier le moment que vous n'en avez pas besoin. Et si vous en avez besoin, l'utiliser automatiquement. Donc, simplement le faire fructifier plutôt que le laisser dormir, si on veut, dans votre compte bancaire. Et puis, il faut savoir que s'il y a la présence d'une société de gestion, il y a une possibilité de verser des dividendes intersociétés qui sont non imposables. Donc ça permet d'aller faire les placements directement dans la société de gestion plutôt que dans la société opérante. Et ça, ce que ça permet de faire, étant donné que vous avez beaucoup de liquidités à placer, c'est que ça permet de ne pas affecter l'admissibilité de vos actions à titre d'actions admissibles de petites entreprises. Parce que comme on en a parlé, il y a des critères. Donc, en fait, les placements, ce n'est pas des actifs qui sont admissibles. Donc, pour éviter qu'il ne soit plus des actions admissibles de petites entreprises, on pourrait aller faire les placements directement dans la société de gestion. Ensuite, avec votre nouvelle conjointe que vous pensez demander en mariage prochainement, on voit que vous avez un beau futur avec elle, donc il y a quelques planifications qui seraient possibles de faire. Donc, tout d'abord, sachez que c'est intéressant pour la personne qui gagne le revenu le plus élevé de payer les dépenses du couple et pour la personne qui possède le salaire le moins élevé de faire les placements pour profiter d'un taux d'imposition moins élevé. Ensuite, c'est intéressant si jamais vous êtes un jeune entrepreneur, vous voulez avoir une autre compagnie dans le futur, ce serait possible d'intégrer votre conjointe dans votre compagnie en la faisant travailler dans votre compagnie en lui versant un salaire raisonnable, donc ce qui permettrait de fractionner le revenu de votre couple. Et il y a aussi l'option toujours de cotiser au REER du conjoint qui est intéressant. Il faut savoir qu'à partir de 2018, donc prochainement, la réforme fiscale du gouvernement, il faut savoir que ça viendra limiter le fractionnement de revenus. Donc, par exemple, si dans le futur, vous voulez avoir une compagnie X, et puis vous décidez d'inclure, par exemple, votre conjoint dans l'actionnariat pour lui verser des dividendes et fractionner le revenu, sachez que ça sera limité si jamais il n'y a pas d'apport important par votre femme ou qu'il n'y a pas de contribution quelconque, ce sera limité pour les années futures. Pour votre retour, pour ce qui est question de votre retour aux études, sachez qu'il y a un programme qui est prévu par la loi d'impôt. C'est vraiment le REEP. Ça permet un retour aux études. Par le passé, ce n'était pas vraiment indiqué dans les informations que vous avez données, mais si vous avez par le passé cotisé dans un REER, sachez qu'il peut sortir jusqu'à 10 000 $ par année de ce REER-là, sans impact. On sait qu'actuellement, lorsqu'on sort de l'utilité du REER, ces montants-là vont être imposés. Donc, sachez qu'on peut les retirer du REER sans impact fiscal. Bien sûr, là, tout ça va être possible si on respecte les délais par rapport au remboursement, puis que ces sommes-là sont utilisées dans un établissement d'enseignement reconnu par l'Agence du revenu du Canada.
Donc, si on fait un petit retour sur la présentation qu'on vient de vous faire, si on revient par exemple sur la vente de votre entreprise, ce qu'on vous propose, c'est vraiment la vente d'actifs qui vous permettait d'obtenir le plus de liquidité nette d'impôt. Pour ce qui était des investissements qui vont être possibles de faire avec la vente de votre entreprise, on vous proposait vraiment les revenus de location. Et pour ce qui était les conseils fiscaux en général qu'on vous avait proposés tout au long de la présentation, donc simplement appliquer nos recommandations. Donc on est maintenant prêt à une période de questions. Votre option favorite, c'est la vente d'actifs. Pouvez-vous discuter un petit peu si c'est refusé et si c'est une vente à l'étranger? Ils vont discuter un petit peu. Si on procède avec l'offre de la personne étrangère, ben c'est sûr que ça va être une vente directe. On va tout simplement vendre les actions. Comme je vous ai dit, la société de gestion ne pourra pas profiter de la déduction pour gain en capital. C'est vraiment elle qui va encaisser les liquidités, mais également devoir s'imposer sur le gain en capital qui est généré par cette transaction-là. La somme qu'on est arrivé finalement, c'était vraiment les détails, on vous a épargné les détails, là, mais c'était le produit de disposition qui était offert, moins l'impôt finalement du particulier qui devrait débourser en retirant les sommes de la société de gestion qui aurait retiré de la société opérante. Si les liquidités faisaient le chemin jusqu'en haut, combien on aurait eu net d'impôt sur le montant qu'on était arrivé. Donc, la possibilité de vendre ça en paquet, là, la société de gestion et l'opérante, pour bénéficier de l'exercice de capital, ça, c'est un scénario qui ne serait pas possible. Ben ça impliquait qu'il fallait vraiment purifier les axes, purifier la société de gestion. Donc, il fallait s'assurer que la société opérante qui était en bas respecte le critère de 90% de sa juste valeur marchande exploitée. Ça se ferait dans 2 ans. Oui. Pas tout à fait. Mais si on se verse un dividende. Ouais. Parce que là, vous avez trop de liquidité dans votre société, donc ça ne se qualifie pas, puis c'est vraiment un montant substantiel. C'est la seule façon de purifier, de se verser un dividende. Tu vas sortir de l'argent. Ou en procédant par exemple à l'achat d'actifs qui seraient. Exactement, Ouais. exactement. Puis sachez, c'est ça, il n'y a pas de délai de 2 ans à respecter. Le seul délai de 2 ans, c'était par rapport à 50% vraiment d'utilisation plus de la société en haut. Mais si vous faites la purification pour prendre des actions le haut lendemain, ça c'est correct. C'est vraiment au moment de la vente, il faut que 90% de la GVM soit utilisé dans l'exploitation de zone. Okay. Comment vous arrivez avec une valorisation de 3,8 millions de l'achalandage? Quand vous parlez, vous avez montré le tableau Excel, là, vous arrivez à comme 5 millions total dans la caisse qu'on encaissait à l'impôt. J'aimerais ça savoir pourquoi vous avez décidé de mettre 3,8 dans l'achalandage, pas plus, pas moins. Vous me permettez que je retourne avec la Oui, super. Voulez-vous que je le dise? OK. En fait, ce qu'on a fait, c'est que l'offre qu'on avait du... il y a peut-être une petite coquille ici. Là. En fait, il nous offrait 3,7 millions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déduit de ce montant-là les autres actifs. Non, excusez-moi, il n'y a pas de coquille. On a déduit de ce montant-là la valeur comptable nette qui était finalement au bilan, ce qui tenait compte d'un ajustement par rapport à la juste valeur. Donc, on a déduit ce montant-là et on y a ajouté la somme des passifs pour obtenir ce chiffre-là, le 3,8 millions. Côté investissement, je sais que tu as parlé que quand j'ai des intérêts, je suis taxé à 100%. Puis, c'est la même chose si j'achète, si quand je vends dans ma compagnie, j'achète des actions que tu as en bourse, je vais-tu payer de l'impôt aussi ou je peux déduire le dividende vu que c'est un dividende imposable? Comment ça marche? Si, juste répéter la question, s'il vous plaît. Si j'achète, Ouais. si je vends mes actifs, puis là, j'investis tout dans des actions que tu as en bourse. Ouais. Là, j'ai du revenu de dividende dans ma société. Ouais. Quel va être l'impact fiscal? Comment je vais être imposé? C'est sûr que les revenus de dividendes vont être plus imposés dans votre société de gestion à 50,4 %. Et par la suite, lorsque vous vous verserez à partir de votre société de gestion à vous un dividende, il y aura un remboursement à titre de dividende. Okay. Donc, il viendra diminuer l'imposition de votre société en fait. Okay. C'est pas pareil comme les dividendes intersociétés. C'est pas la même traite. Non. OK. Dernière question. Le report de la vente en 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas quelque chose que vous recommandez. Puis pourquoi?
parce que ça donnait liquidité nette d'impôt au final moindre Moins que élevé. Ouais, moins élevé, c'était vraiment pour ça. Mais c'est sûr que c'est une bonne façon d'étaler notre gain en capital, puis d'avoir moins d'impôts à payer, une somme assez importante l'année longue. OK. Merci. Pas d'autres questions? Merci.